Alors, cette question, elle est intéressante parce qu'on a coutume de dire que la gouvernance territoriale, c'est un mode de gestion des politiques territoriales qui s'appuie d'abord sur des ressources humaines qui ont une volonté de valoriser un territoire à travers un processus décisionnel qui articule un système d'acteurs qui est très complexe, qui associe l'État, les régions, les départements, les communautés de communes, les agglomérations. Donc, cette question de la gouvernance territoriale, c'est un sujet assez passionnel parce qu'il renvoie à la sempiternelle question du millefeuille territorial français, à chaque échelle territoriale sa gouvernance et du même coup, toutes les difficultés d'articuler les gouvernances entre elles, entre les échelles territoriales. L'État, dans cette question de la gouvernance, et donc je dis bien de la gouvernance territoriale, occupe une place centrale en tant qu'acteur prépondérant d'une gouvernance stratégique nationale qu'il tient à conserver, mais qu'il essaie d'articuler plus ou moins subtilement entre postures régaliennes et postures incitatives, qui visent à formuler des politiques publiques qui seraient adaptées aux stratégies plus locales, infraterritoriales. Donc du coup, en même temps, aux côtés ou parfois à côté de l'État, se structurent des gouvernances qui sont portées par différents niveaux de collectivité, qui portent des politiques territoriales qui sont adossées à des compétences de gestion, qui leur donnent de la légitimité pour construire ces gouvernances. On peut citer les politiques de transport, les politiques d'éducation, qui sont réparties entre régions et départements, par exemple. En fait, l'enjeu principal derrière cette question de la gouvernance ou des gouvernances, c'est plutôt de réguler, d'articuler, de rapprocher gouvernance au singulier, gouvernance au pluriel, en limitant ce qu'on pourra appeler des effets de contrariété qui opèrent des accusations plus ou moins ouvertes sur la non-efficience des gouvernances des uns et des autres. Ça se résume un peu à la question, quelle serait l'échelle d'une bonne gouvernance? Du coup, cette question, sans y répondre complètement, elle amène plutôt une réflexion sur l'articulation des échelles entre gouvernance territoriale et les gouvernances territoriales. Alors, je pense que pour répondre à cette question, je vais peut-être vous surprendre en vous disant tout d'abord que pour moi, hein, la question des transitions ne fait pas sens aujourd'hui dans les territoires. Au-delà de l'effet de mode qui conduit à avoir ce vocabulaire partout, hein, on peine à décrypter réellement ce que ce vocabulaire offre comme véritable alternative et changement dans la gouvernance des territoires. Alors, pour essayer de démontrer ce que je veux dire derrière cette difficulté de la question des transitions et du développement durable aussi, j'utiliserai les réflexions d'Edgar Morin qui, pour préciser la manière dont ces gouvernances ont des difficultés à être à la hauteur des défis qui sont les nôtres, utilise en fait un vocabulaire et des réflexions qui sont assez intéressantes. Penser notre développement dans un espace fortement dépendant des effets de la mondialisation conduit les territoires, dans un contexte de crise multiple, à s'interroger sur les moyens de limiter notre dépendance à cette mondialisation. Certaines questions s'imposent à ceux qui gèrent les modalités de gouvernance. Quelques questions. Comment démondialiser nos économies et donc nos projets territoriaux? Comment relocaliser, reterritorialiser nos économies, mais aussi nos modes de vie? Et encore une fois, la question des mobilités, pour moi, est fortement interpellée derrière ces enjeux. En fait, et pour revenir à Edgar Morin, cette question des gouvernances liées aux enjeux de transition et développement durable est une question un peu vertigineuse qui conduit à des réactions de resserrement dans nos rapports au territoire, ce que Morin appelle la futurologie, qui vise à rejeter l'incertitude, l'aléa, les risques, les ruptures, parce qu'en fait, la complexité que nécessiterait une gouvernance adaptée à ces termes-là est tout simplement trop difficile à assumer. La gouvernance qui s'opère alors, elle est adaptative, souvent à rebours des phénomènes qui sont exprimés, et on pourrait la qualifier de gouvernance contrariée et contrariante, car elle répond mal aux enjeux
et elle répond mal aux aspirations sociales, elles-mêmes très complexes. Les formes de gouvernance, du coup, à inventer demain doivent intégrer les changements de paradigme dans l'action territoriale. Et je pense, à travers ça, à ce qui est amené dans les réflexions sur l'Anthropocène. Et je pense en particulier à ce que Michel Lusso dit sur les transitions, en qualifiant ce concept qui n'est plus d'actualité pour lui, tant la nécessité de réinventer nos modes d'habiter nécessite des gouvernances différentes et qui alignent en particulier, et j'aime bien cette approche-là, l'alignement des pas de temps de mise en œuvre des projets, du projet territorial et de sa gouvernance. Lusso dénonce assez clairement l'idée qu'il n'est pas donné le même temps à un individu et à des collectifs pour s'adapter aux changements liés à ces gouvernances-là, alors que les transformations liées aux enjeux de transition sont aussi complexes pour les individus que pour les organisations. Et ça, les gouvernances doivent en tenir compte. Alors, c'est une question qui pourrait se développer en 1 heure ou deux. Il faut que je la fasse de manière très rapide et donc je vais faire une simplification un peu caricaturale. On fait face aujourd'hui, pour moi, à 3 grandes modalités de comportement des acteurs dans ces gouvernances qui doivent émerger. Doivent émerger parce que je ne suis pas sûr qu'elles soient véritablement à l'œuvre aujourd'hui. La première grande modalité ou le premier courant, c'est une aspiration à revenir à une bonne gouvernance centralisée par l'État. C'est des discours qui sont souvent portés par des collectivités territoriales en zone rurale, fragiles, qui ont du mal à s'organiser dans cette interterritorialité du millefeuille territorial et qui cherchent à retrouver un acteur fort qui trace des voies, des perspectives stratégiques. Le deuxième courant, c'est ce que j'appelle la gouvernance par projet. Alors, derrière gouvernance par projet, il y a projet de territoire, les projets dans les territoires et puis les appels à projets. Et si on regarde cette gouvernance par projet, on assiste en fait à une hétérogénéité des postures liées à cette gouvernance et qui crée des formes de discontinuité stratégique qui épuisent un peu les organisations, les personnels et qui sont assez peu lisibles pour la société civile. Les métropoles se retrouvent assez bien dans ces systèmes-là parce qu'elles sont dotées de compétences et d'ingénierie pour s'adapter et répondre à ces appels à projets. Pour les collectivités de taille plus réduite, c'est beaucoup plus difficile et du coup, cette gouvernance par projet, elle rend difficile, par exemple, la mise en œuvre des transversalités qui seraient nécessaires à opérer. Le troisième courant, je trouve vraiment intéressant, c'est ce qu'on pourrait qualifier le courant qui incarne les gouvernances invisibles ou à bas bruit. C'est celle des collectifs d'acteurs qui cherchent à inventer des politiques publiques locales qui répondent à des nouveaux besoins pour des populations. On pense bien sûr à ce qui se joue dans le mouvement de l'ESS. Moi, je pense aussi aux collectifs d'agriculteurs ou de paysans qui renouvellent l'organisation des compétences pour développer des projets. Et ils inventent des formes de gouvernance, des formes d'alliance, en fait, qui sont très intéressantes parce qu'elles renouvellent des manières de faire projet, probablement, certainement même, pas encore les manières de construire de nouvelles gouvernances, à mon sens. Alors, j'aurais pas de piste opérationnelle pour répondre à cette question-là. En tous les cas, si je devais les détailler, le format du webinaire ne serait pas le bon. Donc, je préfère plutôt le regarder sur ce qu'il faut changer pour construire ces nouvelles gouvernances et sur quel type de piliers fondateurs on pourrait s'appuyer. Moi, je vois trois piliers pour penser ces nouvelles gouvernances. Le premier, c'est accepter l'idée qu'il va falloir s'adosser à de nouveaux concepts pour penser les défis qui sont devant nous et travailler ces concepts dans la gouvernance des territoires. Alors, je vais en citer 3, mais il y en aurait bien d'autres. Je pense au concept de biorégion, d'anthropocène, de renoncement, qui sont des exemples avec des communautés qui ne sont d'ailleurs pas que scientifiques, qui interviennent dans ces réflexions et qui sont présentes dans les débats publics.
L'idée est de réfléchir autrement, de changer de logiciel et donc de construire des gouvernances qui s'intègrent à ce changement de logiciel. Le deuxième pilier, c'est de construire des collectifs dont on accepte l'idée qu'ils soient autant des lieux de discorde que d'accord, pour révéler ce qui est en jeu, pour capter des signaux faibles et voir comment on peut les intégrer dans l'action. Et l'idée pour moi ici est de construire de la confiance entre les acteurs qui intègrent ces collectifs et de lutter contre les entre-soi. Le troisième pilier, c'est réapprendre à regarder ce qui s'offre sous nos yeux, dans nos territoires, et le partager ensemble pour trouver les modalités d'un agir et d'un vivre ensemble qui soient incarnés localement. Et donc ce partage de regard, pour moi, c'est le point d'orgue d'une gouvernance plus ouverte aux réalités des territoires, aux aspirations qui germent à chacun de nous. Et l'idée est de regarder loin, alors que l'actualité nous pousse tous les jours à regarder juste au bout de nos pieds.